Beaucoup de villes médiévales étaient similaires aux nôtres aujourd'hui, en ce sens qu'elles avaient des organes de gouvernement, des structures éducatives, des banquiers, des avocats, des hôpitaux, des marchands, et un échange de biens et de services, ainsi que certaines cathédrales extraordinaires qui sont encore de bottes aujourd'hui. Bien que les médiévaux eux-mêmes étaient incertains quant aux avantages de leur ville, le chroniqueur anglais et moine Richard de Wyss a écrit sur Londres dans les années 1190 et a dit, je cite, « Quel que soit le mal ou la chose malveillante que l'on peut trouver dans n'importe quelle partie du monde, vous la trouverez dans cette seule ville. » Alors, comment était la vie pour ces métropolitains médiévaux? Retournons dans le temps et découvrons-le. Bienvenue à la folie médiévale. Au début du Moyen Âge, environ 90% des Européens vivaient à la campagne dans des communautés religieuses ou sur des terres féodales. Mais au moment où nous atteignions le haut Moyen Âge au XIe siècle, ce nombre avait diminué alors que davantage d'opportunités commerciales s'ouvraient et que le commerce outre-mer se développait. Ensuite, de plus en plus d'individus ont choisi de migrer vers les villes pour une vie meilleure. Plusieurs villages se sont développés autour des manoirs, châteaux, monastères et sur les voies commerciales. Avec le temps, ces villages sont devenus des villes et des cités qui étaient entourées d'une protection murale parsemée de tours qui auraient des meurtrières pour la défense. L'entrée à une cité médiévale était contrôlée par des portes dans les murs, avec des rues bondées et des bâtiments, souvent autour d'une cathédrale centrale. Sécurité? La plupart des gens dans les villes étaient soit nés libres, soit étaient un paysan qui s'était échappé d'un manoir à la campagne. Les paysans ou serfs vivant sur un terrain devaient travailler pour le seigneur. Ils pouvaient cultiver un lopin de terre en échange de leur travail sur les champs du seigneur du manoir. Les serfs, liés à leur terre, ne pouvaient partir ni se marier sans l'autorisation de leur seigneur. Il n'est donc pas surprenant que de nombreux serfs se soient enfuis vers les villes dès qu'ils en avaient l'occasion. Avec la croissance des villes, les autorités incitaient les paysans à migrer en leur offrant la liberté. S'ils quittaient leur communauté rurale et résidaient dans la ville pendant 1 an, ils pouvaient obtenir leur liberté en 1 jour sans l'approbation de leur seigneur. Toutefois, la dernière action qu'un esclave en fuite souhaiterait serait de se présenter et d'enregistrer son nom et la date en entrant dans la ville. Sinon, votre seigneur pourrait envoyer son intendant ou bailli pour vous trouver facilement dans la ville. Mais les villes avaient besoin de travailleurs pour fonctionner correctement. Alors les pouvoirs en place ont organisé de nombreuses listes secrètes de personnes qui attendaient leur année et un jour de liberté. Certains baillis et intendants acceptaient même des pots de vin des autorités de la ville pour encourager les serfs à quitter leurs fermes et à migrer vers les villes. Aujourd'hui, en 2023, notre idée d'une ville est quelque part comme Delhi en Inde, avec une population de plus de 16 millions de personnes, ou New York avec plus de 19 millions. Les villes médiévales étaient plus petites en comparaison. En Europe, il y avait environ 15 à 20 villes, où vivaient environ 25 000 personnes. En Espagne, les villes comptant 1/4 million d'habitants comprenaient Valence et Barcelone, en Allemagne Cologne et Nuremberg, et en France Bordeaux et Toulouse, entre autres. En Angleterre, en 1300, York et Bristol étaient les deuxièmes plus grandes villes, mais n'abritaient chacune qu'environ 10 à 12 000 personnes. En comparaison, la capitale Londres avait grandi pour accueillir entre 80 et 100 000 personnes. Malgré la chute drastique des chiffres suite à la première vague de la peste noire au milieu du siècle. En 1339, le roi Édouard III a qualifié Londres de miroir et d'exemple de tout le royaume. Vers 1100, Londres, avec environ 40 000 habitants, avait le même nombre de citoyens que Bruges et Gand, villes commerciales situées de l'autre côté de la Manche. Ce n'était pas une coïncidence car les 3 villes entretenaient une relation commerciale étroite. La laine brute était produite en Angleterre rurale avant d'être acheminée à Londres. Elle était ensuite chargée et expédiée par la Tamise et à travers la Manche vers les villes textiles de Bruges et Gand où elle était transformée en vêtements. Une partie de ces vêtements serait expédiée en Europe, l'autre en Angleterre. Il est donc logique que les 3 villes aient à peu près la même taille. Pointet. Bien que les villes médiévales puissent aujourd'hui offrir de grandes opportunités et richesses, elles étaient aussi marquées par la misère. C'étaient des endroits bruyants et bondés avec un méli-mélo de rues étroites remplies de maisons.
Certaines possédaient des cours hébergeant cochons et autres animaux. Ils étaient puants, surpeuplés et vecteurs de maladies. Même si la découverte scientifique des bactéries était encore à des siècles de distance, les médiévaux ont vite compris que les déchets étaient sales et certainement pas agréables à côtoyer, surtout dans les villes lors d'une chaude journée d'été. Cela a incité à des critères plus stricts pour l'élimination des eaux usées. Mais à partir de 1371 à Londres, il n'était plus question de les jeter par les fenêtres des chambres sur les passants en dessous. Il était possible de se débarrasser de cela dans les canaux de drainage des rues de la ville. Mais si on vous surprenait à le jeter plutôt qu'à descendre les escaliers, une amende de 2 shillings serait infligée. Après la peste noire, due à la paranoïa légitime de la maladie, les propriétaires à Londres et York devaient assurer la propreté devant leur porte d'entrée. À Coventry, un homme qui ne balayait pas le trottoir devant chez lui le samedi risquait une amende de 12 pence. C'était acceptable pour les rues latérales, mais qu'en était-il des artères fréquentées, bondées de personnes et de chevaux et de tous les déchets qu'ils créaient? En 1372, Londres a eu l'idée d'organiser sa première collecte de déchets. Financé par les amendes des brasseurs douteux, un programme de gestion des déchets a été lancé avec 24 chevaux et 12 chariots. Des ramassages de déchets hebdomadaires ont eu lieu à York et Norwich. À Coventry, le chariot passait le samedi, probablement en lien avec le jour de nettoyage. Les déchets étaient gardés à la maison jusqu'à l'arrivée des chariots. La demande avait tellement augmenté qu'au début du XVIe siècle, les collectes à Londres avaient augmenté à 3 fois par semaine. Malgré ces mesures, il n'y avait aucun moyen de réguler le comportement des centaines de visiteurs qui arrivaient tous les jours dans les villes avec leurs chiens, cochons, chevaux et volailles. Leurs déchets fournissaient un travail suffisant pour les nombreux éboueurs et collecteurs de fumier qui devaient les ramasser, nettoyer les rues et transporter les déchets, la terre et les débris hors des murs de la ville par bateau ou charrette. Violent. Le taux de meurtres a augmenté sans relâche vers la fin du XIVe siècle. Le meurtre, le vol et l'agression sont devenus de graves problèmes pour les résidents des villes médiévales. Les couvre-feux servaient à protéger les citoyens des étrangers. Une cloche retentissait pour que les gens rentrent avant la fermeture et le verrouillage des portes de la ville. Parfois, les dangers venaient des voisins proches de chez soi. De nombreux résidents sont devenus très protecteurs envers l'état de leur ville et des disputes éclataient souvent, certaines devenant assez houleuses et violentes. À Londres, en 1322, le fils d'un orfèvre nommé William s'est soulagé dans un pot, puis a jeté l'urine sur les chaussures d'un passant. Une querelle a surgi et Philippe de Hassendon, intervenant pour pacifier, a été mortellement blessé au cerveau. Un vendeur d'anguilles de Hampton, nommé Roger Stywood, a également connu une fin tragique. Il a été surpris en train de jeter illégalement des pots d'anguilles sur la rue Cordwainer à Londres, devant 2 magasins. L'un des commerçants l'a poursuivi dans un cimetière voisin et lui a infligé une telle raclée brutale que Roger n'a pu que tituber quelques pas jusqu'à Cheapside avant de tomber mort. Simon de Warfield a continué à jeter ses déchets dans la rue malgré plusieurs avertissements. Il a insulté son échevin suite à son arrestation en 1343. De même, Béatrice Langbourne a traité son échevin de vieux paysan délabré lorsqu'elle a été accusée du même délit 30 ans plus tard. William Emery, célèbre pour ses nuisances de fientes de hérons, cheval et oies dans les rues londoniennes, a irrité ses voisins en jetant de l'urine de cheval stagnante depuis 1 mois ou 6 semaines, rendant le passage impossible. On pourrait parler de justice poétique avec la mort de Johann Tully. En 1326, urinait par sa fenêtre dans la rue. En 1414, les autorités de Londres, déterminées à assainir leurs rues, offraient une récompense pour dénoncer les voisins jetant leurs déchets. Toute personne prête à dénoncer un pollueur recevait 2 shillings et 4 pence en paiement et 12 pence supplémentaires sur l'amende de 4 shillings du coupable. Cette petite incitation, équivalente à environ 100 livres sterling aujourd'hui, a sûrement transformé de nombreux Londoniens irrités en informateurs. Affaires et culture. Bien que seule une petite minorité de personnes constituait la population des villes médiévales, elle bénéficiait bien du pouvoir d'achat de ses habitants de la campagne qui se déplaçaient pour profiter des marchandises proposées. Ils apportaient aussi des marchandises à des commerçants comme les bouchers, meuniers et fourreurs. Sans cet afflux de produits frais tels que la viande et le lait, ni le fabricant ni le détaillant n'auraient pu gagner leur vie. La hiérarchie des villes était différente de celle des zones rurales. Les propriétaires fonciers, souvent à des postes gouvernementaux importants, étaient au sommet de l'échelle sociale, suivis par les marchands et les avocats.
Suivaient les artisans, commerçants, ouvriers non qualifiés et travailleurs les moins bien lotis. Comme aujourd'hui, les villes médiévales comportèrent des bâtiments résidentiels et commerciaux. Beaucoup d'artisans habitaient avec leurs familles au-dessus de leurs ateliers. L'héritage de l'occupation des villes médiévales est visible aujourd'hui, avec des noms de rues comme Coin de la Tarte, Allée du Bœuf, Rue de l'Apothicaire et Rang du Pêcheur. Des guildes ont été établies pour les artisans qualifiés, offrant des privilèges spéciaux comme l'indemnisation des travailleurs, le droit de faire du commerce sur le marché et la restriction du nombre de certains métiers dans une ville. Les églises paroissiales et autres maisons religieuses étaient importantes dans les villes, à une époque où l'Église catholique dominait tous les aspects de la vie médiévale. La cathédrale était sans doute le plus impressionnant dans une ville médiévale. Elles ont été construites pendant des siècles. Fondée en 627, la cathédrale de York n'a été achevée qu'en 1472. Quant à la cathédrale de Cologne, commencée en 1248, elle n'a été entièrement terminée qu'au milieu du XVIe siècle. Ces bâtiments ont stimulé l'économie locale en employant des tailleurs de pierre, vitriers, ingénieurs, architectes et divers artisans au fil des siècles. Richard de Vise considérait Londres comme un nid de vices, rempli de périls par ses tavernes, maisons de jeux et bordels. Et il ne fait aucun doute que la plupart des villes au Moyen Âge étaient similaires en ce qu'elles étaient sales, surpeuplées, chères et pleines de maladies. Mais peu de temps après que Dewey ait dénigré Londres, le clerc William Fitzstephen a loué la ville comme, je cite, « un lieu de spectacle palpitant, de dévotion admirable et de passe-temps excitant, y compris le patinage et le football. » Tout comme nos villes d'aujourd'hui pour les médiévaux, elles étaient des centres essentiels pour les activités spirituelles, économiques, politiques et culturelles.